Bonjour à tous. Bonjour Mehdi. Alors, tisser des liens, voilà bien quelque chose que vous faites tous les jours. Vous êtes l'un des initiateurs de la plateforme citoyenne qui, depuis 2015, soutient les réfugiés et permet de les accueillir, notamment chez l'habitant. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes dans cette salle ont déjà accueilli des réfugiés grâce à vous. Comment est-ce qu'on lance une initiative comme celle-là? On la lance par nécessité, je crois. On mobilise des ressources. Je crois que ce qui est important à dire, c'est qu'au départ, on a tous un questionnement, des craintes. On parlait de ma reconversion. Mon arrivée dans le parc, effectivement, n'était pas la suite d'une promenade à Bruxelles, mais d'une curiosité, un peu d'une peur aussi. On nous disait beaucoup de choses dans la presse et donc j'ai voulu aller voir par moi-même, j'ai voulu aller rencontrer les personnes qui attendaient pour pouvoir demander l'asile. Et effectivement, ce que j'y ai vu m'a bouleversé. On parle d'un enfant, effectivement, c'est une image qui marque, mais il y avait surtout des centaines d'adultes, des familles entières qui, éreintées par un long voyage, les victimes de guerre, dormaient dans des conditions absolument dramatiques, n'avaient pas de quoi se nourrir, se loger. Alors on commence par faire ce qu'on peut là où on est. Ça va d'une tente, une main tendue, un sandwich, un vêtement, une veste échangée. Et puis on fait confiance en nos concitoyens, on fait confiance en nos amis, on en parle et on essaye de répondre à la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Comment je peux aider? Où est-ce que ça commence? Et on invite les gens à poser une petite pierre de solidarité. Et puis une fois conscientisé, ça démarre et c'est très difficile de regarder ailleurs. Justement, on imagine que le Covid et les confinements successifs ont dû considérablement compliquer votre travail. Comment est-ce que vous avez su vous réinventer au cours de ces 2 dernières années? Effectivement, ça a compliqué sur les deux niveaux. Il y a d'abord les centres d'hébergement, la Porte d'Ulysse qui accueille 350 hommes, la Sister Rose qui accueille 70 femmes, les hébergements collectifs, etc., avec toute une série de mesures qui ont dû être prises. Donc il a fallu revoir tout le dispositif, implémenter toutes les solutions de protection, etc., de rigueur. Il a fallu sensibiliser les collaborateurs, les travailleurs, les bénévoles, etc. C'est un vrai travail en soi. Ça a été extrêmement difficile dans une période où, en confinement général, toute personne à la rue et donc les sans-abri, les migrants en priorité risquaient des sanctions administratives, des arrestations, etc. Et puis pour les personnes migrantes ou réfugiés qui n'ont pas encore demandé l'asile, il y a un vrai risque d'enfermement en centre fermé, d'expulsion, etc. Donc c'était un moment extrêmement compliqué. Et puis il y a aussi le vécu des hébergeurs. Donc il a fallu aussi, dans un contexte de bulle, de confinement, réorganiser l'hébergement. Et donc beaucoup ont basculé dans un autre mode d'hébergement. Donc jusque-là, la formule, c'était globalement le Airbnb de l'accueil solidaire, hein. Donc 1, 2, 3 nuits pour 1, 2, 3 personnes. On vient en aide à des gens en besoin de logement. Là, il a fallu intégrer des gens dans sa bulle. Voilà, il a fallu intégrer, rencontrer des inconnus envoyés par la plateforme ou par d'autres hébergeurs solidaires. Et donc il a fallu tout réorganiser, prendre les risques aussi. Ce sont des gens qui sont en parcours, donc qui ont encore souvent du chemin à faire, qui parfois ont des procédures compliquées et lourdes à suivre. Et donc il a fallu que les hébergeurs se réinventent, puissent devenir non seulement une famille d'accueil, donc une aide matérielle, mais aussi des accompagnateurs sur le long terme. Et on s'adapte. Et donc justement, on en a parlé là tout de suite. L'actualité, la crise afghane, elle annonce sans aucun doute une nouvelle vague de demandeurs d'asile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il sera encore possible de mobiliser largement les citoyens comme on l'a fait finalement avant le Covid? Il y a plusieurs réponses. D'abord, j'espère qu'on ne devra pas le faire. J'espère que l'État est prêt. La situation est connue. Donc, a priori, j'espère qu'on ne doit pas mobiliser monsieur et madame tout le monde pour accueillir. Par contre, là où j'espère qu'on puisse mobiliser, c'est dans la rencontre. Ce qui marque le plus dans la manière, ou en tout cas dans les conséquences de l'hébergement, c'est pas tant au départ le geste d'accueillir. Alors, il est déjà compliqué en soi. Il faut dépasser des peurs, il faut dépasser des a priori. Il faut entreprendre la démarche. Et puis, je parlerai de mon expérience, mais potentiellement de celle de tous les hébergeurs ou chauffeurs, c'est de dépasser ses peurs. Et donc, il faut à un moment donné rentrer chez soi, faire rentrer chez soi l'inconnu. Et donc, mais il y a quelque chose qui se produit. Il y a vraiment quelque chose qui se produit entre le premier soir et le lendemain matin. On rencontre des personnes, on déconstruit nos peurs, on déconstruit des clichés. Et le lendemain, on est conscient.
Donc, savoir que des dizaines, un peu moins de 10 000 hébergeurs ont ouvert leurs portes, c'est avoir la certitude qu'il y a aujourd'hui au moins 10 000 foyers conscients de cette réalité. La conséquence qu'il faut espérer ici, et celle qu'on pourrait, dans un monde où il ferait plus beau demain, envisager, c'est de se dire que nous sommes toutes et tous prêts à rencontrer l'étranger dans toute sa diversité, prêts aussi à l'accueillir et prêts à construire ensemble cette Belgique. Et véritablement, de part et d'autre, il y a un bouleversement. On a cette capacité, on peut aujourd'hui comparer les choses. Nous avons rencontré des demandeurs d'asile en 2015 qui très rapidement, au bout de 5-6 semaines, sont rentrés dans des dispositifs classiques. D'autres ont été accueillis en famille d'accueil, ont eu un réseau, un tissu social très rapidement. La différence, quand on revoit ces personnes 2-3 années plus tard, est marquante. Souvent, ils parlent très bien, ou 2 langues, ont un travail, ont des amis, etc. Et donc, les dimensions, les notions d'intégration, etc., sont aussi favorisées par cet accueil. Et donc, c'est un peu le modèle qu'on espère pouvoir suivre. Alors votre philosophie et votre action, elles sont formidables. Mais est-ce que ce n'est pas aussi finalement un signe de l'échec, d'un échec de l'État finalement à assurer, à jouer pleinement son rôle, à accueillir finalement décemment les réfugiés et les demandeurs d'asile? Je ne sais pas, parce que je considère que nous sommes l'État, vous, moi, nous tous, et donc l'État avec un grand E. Alors est-ce qu'il y a des... Il y a évidemment des lacunes, il y a des lacunes structurelles, il y a des manques de place structurelles. Elles ne concernent pas uniquement les migrants, en fait elles concernent les populations précaires, sans-abri. Voilà, toute une série de personnes sont aujourd'hui face à des lacunes, et ça vaut vraiment pour toutes les couches. Je crois que le Covid, la crise du Covid a révélé toute une série de précarités, on a accéléré certaines, mais donc est-ce que le citoyen remplace l'État? En fait, on ne le fait pas réellement, c'est-à-dire que la construction, même des solutions structurelles, je parlais tout à l'heure d'un centre d'hébergement de 350 personnes pour hommes, d'un autre pour femmes de 80 places, se construit avec les pouvoirs publics, se construit avec le politique. Alors, il y a évidemment les clivages qu'on a connus avec le gouvernement précédent, avec une NVA très à droite et très anti-migrante, un positionnement très dur, mais il y avait aussi des régions, des communes prêtes à soutenir. Et donc, toutes les solutions qui ont été déployées, en tout cas les solutions structurelles, l'ont été en grande partie en collaboration avec les pouvoirs publics et avec, je ne dirais pas les partis, mais en tout cas ceux qui gouvernent. Et puis pour terminer, c'est peut-être le point qui est le plus important, c'est que l'État, avec un grand E, celui que nous composons, il est aussi la conséquence des votes que nous posons. Et nos votes, on les pose de façon consciente quand on est sensibilisé, quand on a déconstruit et conscientisé des thématiques. Et donc, notre objectif, il n'est pas d'avoir dans 2 ans 20 000 citoyens hébergeurs, il est d'avoir des milliers de citoyens, concitoyennes qui ont rencontré à un moment donné une personne qui a dépassé ce point-là, qui l'a conscientisé et qui ensuite fait un choix éclairé, politique, le jour des élections. Et puis on se retrouve avec des partis avec qui on peut discuter, construire des solutions plus complètes. Merci pour ce message. Merci. Alors aussi, ce qui est particulièrement impressionnant et marquant dans la plateforme, c'est la façon avec laquelle vous êtes parvenu finalement à permettre l'engagement de tant de citoyens. Et alors on a l'impression que vous aidez bien évidemment les réfugiés, mais aussi que vous apportez des réponses aux besoins d'engagement et aux volontés des personnes de faire quelque chose de concret et de positif. Et la question finalement, c'est est-ce que ce n'est pas presque aussi important ? C'est le plus important. Le plus difficile, c'est d'amener, et je le dis, c'est pas d'amener une solution, en fait, ou un moyen de répondre. Il y a des besoins partout. Je crois que les dernières crises qu'on a connues, les inondations, ou avant celle-là, l'isolement de certaines personnes lors de la crise Covid, etc., ont révélé, je crois, en tout cas au moins pour nos compatriotes concitoyennes et concitoyens belges, une volonté d'être solidaires. Les mouvements de solidarité se sont multipliés à tous les coins, et ce qui fait, entre autres, qu'aujourd'hui ça fonctionne, c'est qu'on répond en partie à la question de que puis-je faire ? Comment je peux aider ? Où est-ce que je peux me rendre ? Alors la plateforme citoyenne, c'est peut-être un incubateur, c'est peut-être un trait d'union entre des personnes qui souhaitent aider et des personnes qui ont besoin d'aide. Les rails sont tracés, j'aime assez bien l'image. Le train est en marche. On a d'une part un rail qui symbolise pour moi le volet institutionnel, les réponses structurelles.
d'autre part la dynamique citoyenne, et puis ce train auquel s'ajoutent des wagons. Alors plus on évolue, plus on grandit, plus on développe la plateforme, et plus on voit des solutions supplémentaires être ajoutées. Aujourd'hui, on a commencé à Bruxelles, aujourd'hui on est présent aux 4 coins du territoire avec des solutions adaptées de prise en charge, d'accompagnement social, d'aide, de logement, de jour, etc. Donc c'est une façon de créer un trait d'union et de permettre à un maximum de nos concitoyens de faire quelque chose. Mais donc finalement, ce qu'on retient comme message principal, c'est que la plateforme, c'est avant tout une histoire de rencontres humaines qui ont permis à des personnes dont les cultures et les trajectoires de vie n'ont a priori rien en commun, de se croiser, de s'aider et parfois même de se lier d'amitié. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas quelque chose finalement à retirer de ça pour encourager le vivre ensemble entre les Belges, parce que bon, à moins de marquer des buts pour les Diables Rouges, les Belges d'origine étrangère de 2e ou de 3e génération sont encore trop souvent perçus comme des étrangers dans leur propre pays, et j'en sais quelque chose. Et donc la question c'est, est-ce que le problème ne viendrait pas du fait que les communautés ne se rencontrent pas assez? Finalement, elles vivent les unes à côté des autres, mais elles ne vivent pas suffisamment de choses en commun. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de vivre ensemble, et de plus en plus de faire ensemble, mais comment est-ce qu'on y arrive finalement? Alors, d'abord, je ne suis pas sûr non plus que ce soit une question de communauté. Alors, je suis moi issu d'un milieu ouvrier assez pauvre. J'ai grandi dans un quartier qu'on peut considérer comme défavorisé, en tout cas pas très riche, mais j'ai grandi avec autour de moi des Belges, des Italiens, des Polonais, des Turcs, des Marocains. On avait tous la même condition. Donc on avait une condition sociale qui était la même. Et effectivement, j'ai découvert des Belgiques parallèles. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, parmi d'autres, de pouvoir faire des études, d'ensuite entamer une carrière, de réussir, etc. Et donc j'ai découvert des Belgiques parallèles. Et c'est ces Belgiques parallèles qu'il faut faire en sorte, dont on doit essayer de faire en sorte qu'elles puissent se rencontrer. C'était un peu le pari avec la plateforme citoyenne. J'ai essayé je pensais, et j'ai essayé de convaincre d'autres qui, comme moi, se mobilisaient à l'époque, de notre capacité, si nous étions arrivés jusqu'à Spark, si nous avions réussi à passer d'une Belgique à une autre Belgique, eh bien de pouvoir le faire à plus grande échelle. Donc effectivement, nous vivons une Belgique plurielle, une Belgique qui a besoin parfois de construire des ponts plutôt que des murs. Et c'est, je crois, le défi principal. Et donc l'identité, et c'est un peu là, c'est la notion qui me parle le plus, c'est que notre identité est véritablement plurielle. Vous parliez tout à l'heure de football. Je veux citer un auteur que j'adore, Amin Malouf, mais qui nous renvoie à des stades de foot. Et tous ceux qui ont un jour été dans un des gradins savent que pendant le match, on porte tous haut et fier les couleurs de notre équipe. À la sortie, on redevient italien, turc, marocain, belge, etc. Et on peut se déchirer sur d'autres choses. Donc la notion d'identité est vraiment, vraiment plurielle. Et c'est celle-là qu'il faut pouvoir essayer de travailler. C'est donc des ponts entre tout ça qu'il faut essayer de construire. Merci beaucoup, Mehdi Kassou. Merci beaucoup.